Salut à toutes et à tous, ahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur votre chaîne Canal Atlas Fight. Je suis Mourad, votre animateur de votre émission Nouvelle Formule, le coronavirus, le sport et vous. À chaque fois, un nouvel invité pour présenter avec moi et commenter avec moi et surtout partager avec vous les émotions des événements passés, que ce soit en boxe, K1, kickboxing, Muay Thai ou bien même pancrace et MMA. Rendez-vous dans votre émission Nouvelle Formule, le coronavirus, le sport et vous. Et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Le coronavirus, le sport et vous. Aujourd'hui, un invité de marque sur votre chaîne Canal Atlas Fight. Pour ceux qui ont connu le sport pied-point en général, il y a 20, 30 ans, je sais que ça ne rajeunit pas trop. Nous non plus, mais Abel El Kandii, bonjour, ahlan wa marhaban bik, salam alaikum. Comment vas-tu? Même à toi, Mourad, ça va, merci beaucoup, ça va très bien. Voilà, là on a repris les activités, ça va mieux. Ouais, c'est vrai que le corona est pas tout à fait derrière nous, mais le confinement a été allégé. On commence à Ah, reprendre une vie à peu près normale, un petit peu partout dans le monde. Toi, tu es en région parisienne, à Meaux, dans le 77, c'est bien ça? c'est ça, tout à fait. En Seine-et-Marne, donc voilà, on est à peu près 50 km de Paris. Voilà. Et c'est la même que tu as grandi, tu as été élevé, tu as grandi là-bas et tu t'es entraîné là-bas tout au long de ta carrière et aujourd'hui encore dans ton club. Voilà, on va dire que c'était le berceau, hein, Meaux, donc parce qu'on a commencé avec, on va dire une histoire de famille, hein, parce que la boxe, avant tout, ça a été le grand frère, hein, donc Khalid El Kandili. Voilà, qui nous a mis tous le pied dedans. Et puis on est resté, et puis voilà, et puis on a repris la relève, et puis voilà, aujourd'hui on a d'autres jeunes qui vont reprendre le flambeau. Ouais, de jeunes, effectivement. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir commenter ensemble un combat qu'on a sélectionné pour nos spectateurs, pour nos téléspectateurs et web spectateurs. C'est le combat de Darren Roland lors d'un combat en K1 Rules qui va se dérouler en 3 fois 3 minutes, où là, il va affronter un adversaire qui est à peu près de même gabarit, de même palmarès, qui est Diogo Silva, un Portugais. Avant de parler de son adversaire que l'on voit faire son entrée là, Darren Roland, je sais que c'est très rare et c'est très glorifiant d'avoir un athlète comme ça qui a commencé dans ton club très jeune et qu'on a monté et puis qu'on a façonné jusque haut niveau. C'est bien ça, Abel? Voilà, bah voilà, donc c'est la formation, hein, de ce qu'on a fait nous, donc c'est-à-dire l'éducatif, puis après ensuite l'amateurisme, et puis après après on passe au professionnel pour ceux qui arrivent à voilà à passer ce cap. Darren, c'est vraiment le produit, voilà, et puis l'école, hein, de ce que nous on a mis en place, et donc c'est un jeune qui a maintenant 21 ans et qui a déjà un très grand palmarès par rapport à son âge. 21 ans, 1m75, il comptabilise 45 combats à son actif pour 38 victoires, dont 9 avant la limite, et a été sacré champion WBC en Muay Thai, champion du monde Muay Thai amateur, il a participé à l'IFMA aussi, et 2 fois vainqueur de la Coupe du Roi en Thaïlande et champion du monde WACO. Alors, 2 fois de la Coupe du Roi en Thaïlande. Toi qui n'étais pas vraiment un pro Muay Thai, je suppose que c'est toi qui l'avais accompagné en Thaïlande pour, cette, pour ces 2 combats. Comment ça s'est passé en quelques mots? Cette expérience, de ton point de vue à toi, de ton point de vue de coach, justement, d'arriver dans une grande organisation comme ça, à la Coupe du Roi. En fait, bon, Darren, en fait, il a intégré l'équipe de France, en fait. Donc, en équipe de France, les coachs n'accompagnent pas leurs Ah, athlètes. d'accord. D'accord? C'est les entraîneurs de l'équipe de France qui font l'accompagnement. Voilà. Donc, une fois qu'il rentre en équipe de France, après le championnat de France, donc il a gagné en boxe taille, hein, en Muay Thai. Donc, il avait gagné en amateur, donc en classe B et en classe A. Donc, ensuite, ils l'ont sélectionné pour faire partie de l'équipe de France. Il a réussi ses sélections,
hein, parce que il était vraiment le meilleur de sa catégorie. Et donc, il a pu participer donc, au championnat du monde IFMA. Donc, au championnat du monde IFMA, il a fait une très très bonne prestation. Voilà, il est parti donc pour participer au championnat du monde et il est arrivé finaliste hein, avec on va dire une défaite mais contestée contre un Thaïlandais. Voilà, pas évident. Ouais, ouais, Voilà. surtout combattre à local, on connaît les situations Ah, quand on combat voilà, je vais en pas les extérieur. détails. Voilà, ça, les gens savent que c'est pas facile quand on est de l'extérieur pour voilà, battre les Thaïlandais chez eux. Mais sinon, belle prestation. Donc du coup, ils l'ont gardé pour la prochaine compétition qu'il a remportée. C'était le championnat d'Europe en Muay Thai. Et puis après, il a refait le championnat du monde et il a regagné en championnat du monde en Muay Thai, amateur. Voilà. Donc en amateur, il a tout gagné en fait. Hein. Donc voilà. Après, il devait passer pro. D'accord, alors que Et là, là, ouais, j'ai compris. là, on voit que là, on parle Muay Thai, effectivement, mais là, il est dans les règles K1 Rules. Oui. Il arrive très bien à se déporter d'arène de style Muay Thai parce qu'on voit qu'il y a quand même des aptitudes et un style, un gestuel très, très Muay, très Nak Muay pour combattre ici dans les règles K1 Rules. L'un n'empêche pas l'autre, mais est-ce que c'est euh, un transfert de style il arrive à s'adapter assez facilement, autant que toi, tu le faisais avant. Bah, en fait, nous, notre entraînement il s'adapte je dirais à la compétition, à la discipline ouais, sur laquelle il va participer. Donc, on arrive à faire les réglages très très vite et on a les bases donc de ce qu'il faut faire quand on est en K1, quand on est en kick, quand on est en Muay, quand on est voilà. Dans chaque discipline, il y a des bases qu'il faut, des fondamentaux qu'on peut pas voilà négliger. Donc du coup, on a joué sur ses points forts pour adapter sa boxe en K1. Donc Et là, on voit donc qu'il s'en sort très bien sur ce premier voilà. round. Ça n'a pas été de minutes d'observation ou de rounds d'observation. On est rentré très vite dans le vif du sujet. Donc face à lui, je disais tout à l'heure, Diogo Silva, en attendant la reprise du deuxième round, qui fait partie de la team Dynamite Lisbonne, qui lui pesait à 57 kg 700. Il a 47 combats contre 45 pour Darren. Il a 36 victoires. Lui, il a été sacré champion d'Europe K1 Rules et champion du Portugal. Est-ce que c'est un adversaire que vous aviez étudié déjà au préalable ou pas? C'est qu'aujourd'hui, on arrive mieux à cerner les combattants, surtout quand ils ont une petite carrière derrière eux. Bah, après, les adversaires, on s'adapte parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de regarder les combats donc, sur les vidéos. Hein, donc ça c'est très très important. Ça nous permet de vraiment de voir les stratégies à adapter par rapport à l'adversaire. Donc on a déjà une préparation du combat déjà par la vidéo. Donc on n'arrive pas en terrain inconnu. On a déjà une idée de comment il faut aborder le combat. Et surtout le format 3 rounds, c'est des formats où on peut mettre une stratégie en place et, et arriver à obtenir un résultat, on va dire, qui va être bien, bien étudié. Donc, il n'y a pas trop de surprises, on va dire. Si on suit bien, si on suit bien l'analyse de l'adversaire en vidéo, on arrive quand même à des résultats. Je pense que tu dois faire un peu la même chose aussi Ouais, aujourd'hui. Je ouais, pense ouais. que les coachs aujourd'hui, les coachs sont devenus des coachs qui préparent les combats déjà en amont sur la vidéo, faire une analyse vidéo pour pouvoir après, derrière, mettre en place les préparations et la stratégie. Ouais, alors que là, on voit sur ce deuxième round que Darren, déjà sur le premier, utilise ses longs segments. Il est très grand, très longiligne et il utilise bien son allonge. Il déploie très bien ses jambes et ses bras.
Il est très généreux dans ses combinaisons, très posé. Et puis, pour l'instant, je ne vois pas encore de baisse de régime de la part de Darren, même si le Portugais, parfois, est un petit peu, et souvent même débordé. Il est encore présent. Il y a du répondant, hein, ce spinning back kick. Coup de pied retourné. Darren qui cherche encore une fois l'ouverture. C'est décalage, ce high kick qui passe au-dessus. On voit hein, qu'il n'a pas de malaise à monter la jambe assez facilement. Un petit Non, et peu puis, comme un fouleur ou comme un boxeur de, comme un boxeur de boxe français, j'ai envie de dire. on voit que c'est assez fluide ce qu'il fait parce que il n'y a pas de surprise. Voilà, tout a été déjà préparé en amont. Donc, on savait qu'il fallait faire beaucoup de débit face à Diogo, qui lui est plus puissant que Darren, qu'il fallait le déborder dans les échanges, qu'il fallait pas rester en face. Donc, avec beaucoup de déplacements après les enchaînements, les débordements. Donc pour Darren, il savait ce qu'il fallait faire. Il n'y avait pas d'observation. Donc, Ouais, d'ailleurs, le fin round. du deuxième round, ouais. Ouais. Fin de ce deuxième round qui a été encore une fois très riche. Effectivement, si c'était la stratégie employée, le game plan est vraiment bien appliqué. Là, sur le troisième round, comment tu l'as senti de repartir sur ce dernier round? Alors, un petit coup de fatigue. Donc, quand il repart sur le troisième. Mais bon, je pense qu'après, il a été un peu trop généreux dans ses échanges et dans son jeu. Donc, il le paye un petit peu sur le dernier. Bon, après, il se reprend et puis il se motive pour finir voilà, très, très rapidement. Et puis, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de générosité dans sa boxe. Donc, Allez, on ça lui revient pour permet ce d'être troisième et au-dessus. dernier round. Ouais, on revient dans ce troisième et dernier round. Donc, je vous rappelle, en 3 rounds de 3 minutes, ce crochet qui passe au-dessus de la tête, qui vient toucher. Et attention, hop, la réponse tout de suite, au retrait de buste. Ouais, très bon travail en genou. Ouais, retrait de buste encore une fois. Et la remise directe derrière. Ouais, on est sur deux box complètement différents, deux styles complètement différents. Ouais. Euh, on voit que Non, non, Darren, Diego, le petit coup de Diego a vis vraiment. du Muay Thai où on marche dessus. Ouais. Ouais, après, il y a toujours Ah, et quelques ça répliques. répond bien, ça échange bien. Qui aura voilà, Darren garde le dernier mot. Ouais, Bah, spinning back souvent, ça fait des fist. belles oppositions, hein. C'est des belles oppositions avec un boxeur qui est plutôt, on va dire, sur la puissance, qui va chercher vraiment les échanges durs. Et puis après, un boxeur plus technique, plus fluide, dans un style plus aérien, comme Darren, ça fait un combat magnifique. Ouais, on voit un petit signe de faiblesse de Darren qui s'est appuyé sur les cordes en disant C'est ça, on ouais. allait sur son visage vivement la fin, j'en peux plus. Mais il faut que Ça, j'aille au ouais, ouais. bout. Allez, pour l'instant, c'est. Oh oui, ça touche bien. Ouh, c'était un coup dans les parties, malheureusement. Et le direct bras arrière. Ouais, ça va lui donner ce petit accident. On va permettre un peu de répit à Darren pour pouvoir souffler. Ouais. Après, il y a une gestion de l'effort qui doit travailler, parce que bon, il démarre trop vite des fois, et il le paye un petit peu à la fin. C'est un petit peu la fougue de la jeunesse, malgré qu'on a la petite voix du coin qui nous Oui, dit de oui, faire comme ci et comme jeune. ça. Parfois, on a une adrénaline qu'on n'arrive pas trop à maîtriser. Le mental, parfois, n'arrive pas à gérer le physique, le flux. Et là, c'est de bonne guerre, balayé. Darren a souri, effectivement. Il s'est dit, je me suis bien fait avoir sur ces low kicks doublés de la part de Diogo Silva. Attention à ce clinch. Ah, on est dans les dernières secondes. Un coup de pied sauté ciseau. Finir en clinch genou.
Darren, c'est ça, hein. Son point fort, c'est vraiment son jeu aérien, hein. Il est vraiment imprévisible et puis il a une belle gestuelle, donc ça fait souvent des bons combats. Ouais, ça reprend, encore une fois. Très hermétique au niveau de sa garde, marche sur son adversaire Darren. Ouais, on attend le contre comme d'hab. Hop, attention ce front kick. Et ça relance. Et un genou sauté, avorté, qui n'est pas arrivé à destination. Et c'est fin de ce combat. C'est 3 rounds vraiment très intenses, hein. Très très dur pour Darren, non pas en fonction de la préparation physique, mais comme tu disais, c'était au niveau de la fougue, l'orage qu'il a déchargé dès le début. Puis, Vraiment d'engager, quelqu'un de très très engagé dans ses combats, hein, Darren. Donc il y a pas de temps mort dans sa boxe. En fait. Il y a toujours chaque espace, chaque temps, et il va être utilisé au maximum. ouais. Et là, on arrive à la décision, même s'il y a quand même un moment de suspense, même si on combat presque à domicile. Et voilà, c'est Darren qui l'emporte à la décision pour ce combat en règle K1 face à Diogo Silva, qui n'a pas démérité. Ah non, pas du tout, non, très bien. N'a pas du tout démérité. Alors, tu as tu as Darren dans ta salle. Tu en as encore quelques-uns. Toi, à combien de combats tu t'es arrêté? Je sais qu'à partir de 200, tu as arrêté de compter, mais toutes disciplines confondues. Et je sais que tu as une carrière un petit peu qui partait dans tous les sens, dans toutes les disciplines, parce qu'on n'avait pas trop le choix à l'époque. Il fallait prendre ce qu'il y avait à prendre. Une fois qu'on était vainqueur dans sa discipline, il n'y avait plus grand-chose, entre guillemets, à manger. Il n'y avait plus de viande à aller attendrir. Donc, il fallait aller chercher justement un petit peu dans les autres disciplines et affronter les cadors dans d'autres disciplines. C'était une pirouette que je faisais beaucoup à l'époque. Ah oui, en fait, nous à l'époque, c'était vraiment boxer les meilleurs. Et on voulait se démarquer de ce que faisaient les autres en restant sur une discipline ou voilà, ou sur un titre. Je pense que si j'avais à s'il y a quelque chose qui m'a le plus peut-être rendu fier, c'est d'avoir unifié les titres. Parce que à l'époque, c'était très très difficile d'unifier les titres. Je l'ai fait en full et en kick, parce que c'est ce qui fonctionnait à l'époque, qui était très très fort au niveau de l'époque, au niveau des combats. C'était c'était très demandé. Et il y avait plusieurs fédérations. Et moi, j'avais réussi à réunir tous les titres en full et en kick. J'avais unifié en full, je crois que c'était en 95 et en kick en 96. Donc, on va dire, voilà, c'était vraiment les meilleurs moments que j'ai eu, c'est ça. C'est d'avoir réuni les 3 ceintures en full et les 3 ceintures en kick. Et si tu as un regret aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu devrais refaire, ça serait quoi? Non, franchement, il n'y a rien à regretter. Je pense que j'ai fait, bon, à mon époque, hein, je parle toujours à mon époque, Ah oui, bien sûr. voilà, j'ai fait plus que la normale. Donc, j'ai fait ce que très peu de personnes. Je te mens pas, j'attendais que tu me dises le petit truc parce que moi je voyais pas ce que tu pourrais refaire au jour d'aujourd'hui. À cette époque-là, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a des nouvelles fédérations, des ligues différentes, tout ça, etc. Est-ce que justement, par rapport à tes élèves, que ce soit l'éducatif, que ce soit les amateurs intermédiaires et les pros aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs pour chacun ou c'est le même objectif de tout le monde? Ce que je veux dire, c'est vraiment, par là, est-ce que c'est vraiment d'atteindre juste le sommet, jusqu'au sommet, ou vraiment un développement personnel pour chacun? Ou les Non, deux? c'est vrai, c'est personnel, oui. Non, en fait, c'est vraiment individuel parce que je sais très bien que tout le monde ne peut pas être champion. Tout le monde ne peut pas atteindre des niveaux. Bien évidemment. Voilà.
Donc chacun, donc individuellement, je vais l'amener là où il peut. Hein. Moi, je fonctionne un petit peu comme à l'école. Il y en a qui vont arriver au bac, il y en a qui vont arriver à la licence, il y en a qui vont arriver, voilà. Ouais. Donc, par rapport à chaque personne, voilà. Alors là, on est en 93, il me semble. 93 et 1900, alors 1993 et 1994, quelque part dans cette année-là. Ouais. Face à toi, il y a eu Alan Sens, 60 kg, 1m71, et toi en fuseau combinaison rouge et vert qui représentait le Maroc pour C'est ce ça. combat, pour ce championnat du monde, il me semble. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de représentant marocain en boxe française. Et on m'a proposé, donc j'ai dit, oui, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. S'il faut un représentant, je le fais. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai participé pour le Maroc. Il n'y avait pas de problème. La Fédération française de boxe française a trouvé ça très bien aussi. Ouais. Qu'il y ait des représentants aussi de d'autres pays. Que le but, c'est pas de se retrouver en franco-français pour les championnats du monde. Et ceux qui avaient la double nationalité pouvaient représenter le pays d'origine. Ouais. Alan Sens qui lui était champion d'Europe, il me semble, ou champion du monde en 92. Ouais, champion. Euh, voilà. Et toi, tu t'es classé numéro 3 mondial avec dans ton coin Khaled El Kandii et Bouchicha. Ouais, Pascal Bouchoucha, ouais, à l'époque, ouais, du club de Saint-Maur. Exact. Et là, Ouais. voilà, encore une fois, on retrouve ton style vraiment très riche, ambidextre, gaucher, droitier, Ouais, marche avant sur ton adversaire que tu avais déjà rencontré lors des championnats de France, ah il ouais, me semble, au préalable. Et là, ouais, cette fois-ci, il y avait un engouement, un engagement qui était un peu plus grand que juste les championnats de France. Là, c'est pour ouais. un titre mondial. Mm. C'était à la fameuse salle de Coubertin. C'est à Coubertin à Paris, oui, Paris-Coubertin. Voilà, donc une grande salle très mythique hein, pour tous les sportifs, Ouais. hein, pas que la boxe, hein, c'est tous les Et grands on voit événements. ces échanges très riches, très bien nourris. Ouais. Donc Ouais. Sens, hein, qui fait partie de l'équipe de France, voilà, qui a une très très grande expérience parce que c'est vraiment son école. Hein, c'est un puriste hein, de la boxe française. Hein, lui, il a vraiment fait que ça. Ouais, c'est très beau à voir. C'est une belle boxe. Ouais. C'est une très très belle boxe. C'est une boxe, on va dire, c'est une boxe académique. C'est une boxe voilà, où on regarde chaque geste, on regarde la précision et la technique, puisqu'on doit toujours armer les coups et on ne peut pas, par exemple, envoyer un coup de pied n'importe comment. C'est pour ça que l'arbitre intervient très souvent pour reprendre les boxeurs. Ouais, là, encore à corps, on laissait les petits balayages, jambes intérieures. Ça remise très bien de part et d'autre. Hein. On a quasiment la similitude en termes de réponse de chaque côté. Tu avais une préférence de boxer en gaucher ou en droitier, ou peu importe, c'était au feeling à chaque Non, fois? non ça fait partie aussi de la stratégie. Hein. Quand on change de garde, on déstabilise l'adversaire parce qu'on n'a plus les mêmes angles de frappe. On va Mhm. perturber les angles de frappe et puis l'adversaire va perdre du temps à retrouver voilà, ses cibles. Donc, c'est de changer l'angle pour Et on voit perturber à chaque fois, oh l'adversaire. là là, j'étais en train de me dire qu'à chaque fois que Alan Sens baisse la tête, ça risque de lui être fatal. Et c'est ce qui lui est arrivé justement avec la réponse de ta jambe avant à chaque fois sur les contres. Là, il est descendu, j'ai l'impression, sur un direct bras avant. Et Voilà, il est venu s'empaler sur ton pied. Je vais te dire sur la jambe, mais le coin en face, a priori, n'est pas très content alors qu'à l'instant, c'est vraiment complètement KO. Il est allongé. Il est tombé,
Il est tombé vraiment KO. Alors, à Qui l'instant, allait siffler. Alors, voilà. effectivement, pour ceux qui connaissent ce combat, c'est vrai que c'était un combat polémique. On va le découvrir au fur et à mesure dans ces images. Tu me disais, Alan Sens, oui. Oui, à l'instant, donc c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'anglaise et qui travaille beaucoup en anglaise. Et je pense qu'à un moment donné, il a retrouvé les automatismes de la boxe anglaise où on se baisse beaucoup pour esquiver les points, mais il a oublié que il y a les jambes aussi, hein. Donc on voit bien son style de boxe. C'est vraiment quelqu'un qui a plus un style de boxe d'anglaise, qui a besoin de descendre pour aller chercher les appuis et les frappes au corps. Mais là, il s'est baissé dangereusement. Parce que le fait qu'il y ait du pied-point, c'est pour ça que la garde en pied-point, on évite justement. On dit toujours de ne pas descendre trop bas et de ne pas avoir d'esquive rotative quand on boxe en pied-point. L'esquive rotative, voilà, elle est déconseillée. Oui, Ouais. c'est sûr, surtout quand on est en pied-point, voire pied-point, genou, Ouais. ça peut être très fatal, hein. Ça peut être très fatal, alors qu'on voit que Alan Sens a du mal à reprendre ses esprits et que les juges ont annoncé une disqualification, mécontentement et déception de la part du public qui était, beaucoup, ils se sont déplacés en ta faveur. Effectivement, hein, ça a été polémique. Bon, maintenant que la décision a été donnée, Ouais. euh, la situation est que Alan en fait est descendu. C'est ton tibia en fait qui est venu toucher. Mm. Sauf que le règlement dit que je te laisse expliquer un petit peu la situation et le règlement. Voilà. Dans ce genre de situation, bon, l'arbitre au départ donne la victoire, donc voilà, me donne la victoire. Ensuite, on voit l'entraîneur de l'équipe de France venir dans la table des juges pour manifester son mécontentement en disant qu'il y a eu faute. Et à partir de là, les gens comprennent plus ce qui se passe parce qu'on on peut, on peut pas venir changer la décision comme ça. C'est l'arbitre c'est lui qui décide de la décision. S'il avait décidé au départ que j'avais gagné et que c'est une faute de sens d'être descendu trop bas et que c'est sa tête qui vient sur le tibia et non l'inverse. Donc là, à partir de là, voilà, on n'a pas compris ce changement de décision. Mm. Voilà. Après, ce qui est fait est fait. En général, ils ne reviennent jamais sur la décision. Donc après, une fois qu'ils ont décidé ça, c'est très très difficile de revenir en arrière. On a Ouais, essayé de faire alors que les réclamations et ça n'a pas abouti. aboutir. Et c'est vrai que à l'époque, bon, l'influence un petit peu comme on dit, hein, quand on joue en extérieur, là tu représentais le Maroc, donc en face il y avait le favori français, donc on a tout de suite été réclamé à la table, alors que les réclamations se font après combat, après décision, par Ça. lettre, je vais dire normal, courrier, Ouais. etc., etc. Allez, on passe encore une fois à notre époque. Alors là, j'ai aucune information, autant que là, c'était un combat prestige face à toi. Alors, il y avait Osman Yigin, Ouais. dit Osman, la légende Yigin, un combattant belgo-turc. Cette salle ne paye pas de mine quand on la regarde comme ça. On remonte plus loin là. On est en 80, à peu près 87, je crois, ou 80, dans les années 87, 88. Ouais, voilà. Et Osman Yigin, ouais, très jeune à ce moment-là, bien évidemment. À l'époque, oui, Euh, on avait les chaussons. Les chaussons, on n'était pas obligé de porter le short. On pouvait rester en pantalon de foule. C'est pour ça que j'avais moi la tenue pantalon et puis Higgins il avait la tenue short parce qu'il venait du Muay lui, du Muay Thai et voilà. Et les chaussons étaient obligatoires. On avait été obligé d'avoir ces gros chaussons là, espèce de chaussons en mousse. alors là, on était en quelle discipline? Là, on était en kickboxing. Voilà, kickboxing, donc pied et poing. Coup de pied dans les jambes, Ouais. poing. Voilà. Et pas de genoux. Donc on était un petit peu sur un terrain neutre pour l'un comme pour l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Pas de clinch, pas de genoux, pas de saisie, pas de balayage.
Mm. On est Alors là, on vraiment était, dans le pied-point pur, obligé de débiter pour marquer ses points. ouais. Là, on était sur un gymnase, c'était le gymnase de Montfermeil, Clichy-sous-Bois. Voilà, donc c'était en banlieue parisienne. Ouais, dans le 93, alors qu'on revoit avec toi, encore une fois, dans le coin, tout naturellement, Khaled El Kandji. Là, on voit le public de Meaux, là. C'est venu nombreux. Ouais, ouais, qui était pas très loin, hein. Meaux, Montfermeil, c'était 20 minutes de route, hein. Ouais, c'est pas Géographiquement. Mais alors, ce combat, mais quel combat? Il me semble que c'était pour un titre également, championnat d'Europe. malgré la salle qui payait pas de mine et le type d'événement. C'était le D87, hein, Et là, c'était pour quel titre exactement? championnat d'Europe. Alors, je crois que je sais plus si c'était après les fédérations, il y en avait 3. Et celui-là, je sais plus, c'était. Je sais plus exactement si c'était pas le WKA. Ouais, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de fédérations comme on a aujourd'hui. Après, on Non. va pas rentrer dans la politique, les fédérations sérieuses et puis les fédérations carton. Moi, Comme mon j'aurais- c'était d'unifier les titres. Voilà, parce que c'était pour avoir plusieurs champions dans chaque fédération. J'ai essayé de rassembler tous ces titres-là pour, pour faire qu'un. Et là, c'était catégorie de poids, il me semblait moins de 60 kilos. Voilà, là, on était sur du moins de 60. Voilà, moi, ma KT, c'était entre 57. Bon, je pouvais accepter jusqu'à 63. Voilà, comme ma KT, c'était ouais, j'étais bien entre 57, 58. Voilà, c'était mes poids de forme. Bon, après, si c'était plus lourd, je prenais jusqu'à 63. Donc, effectivement, comment dire, voilà, ce coup de pied un petit peu par derrière, balayé. Ouais, Les disciplines un petit peu phares de l'époque, c'était kickboxing, boxe américaine, full contact. ouais, Voilà, ouais, le Muay c'était Thai ça. n'était pas encore très développé. Il était Non, non, présent sur le territoire, mais il était décrié comme a été décrié le karaté à une époque et comme l'est plus récemment le MMA aujourd'hui. ouais, c'est ça. Voilà, donc la France est ce qu'elle est et c'est pas Voilà. prêt de changer, Mais mais ça voilà, s'améliore, on avance, on avance, on avance. ça s'améliore, ça avance, hein. Aujourd'hui, je pense Ouais, que le MMA va pouvoir après pouvoir se développer. ouais. On viendra, on discutera un petit peu un petit peu de l'actualité. Là, on va revenir en ce On 1987 dans ce a Imad combat. Matlouti sur la droite avec Ahmed Guenad aussi, quelqu'un qui a fait beaucoup pour la boxe. Et puis mon frère Kali, hein, qu'on voit avec la tenue rouge-bleu. Voilà. Ah, et souvent, Osman tourne le dos, hein. Tourne le dos, il finit ses combos et puis on a l'impression qu'il est un petit peu en bout de course, en bout de souffle. Et il y a beaucoup de Ouais. relâchement. Ouais. Disons il a pas du tout la même boxe, hein. Lui, c'est un combattant Muay Thai Ouais, ouais. où il y a beaucoup de relâchement entre les combos, il y a beaucoup de gestuels, etc. Alors que toi, tu es beaucoup dans le débit. Donc pour lui, ça a dû être un combat assez compliqué de la part Mm. du style de la discipline, et non seulement, mais aussi de ton style à toi, qui est tout le temps en train Ouais. d'avancer, changement de garde, changement d'angle de frappe. Voilà, beaucoup plus mobile. Lui, il attend, on voit qu'il attend, il envoie les coups larges. Voilà, on a deux écoles, hein, c'est deux écoles différentes, hein. Donc voilà, moi je vais plutôt faire du débit, enchaînement pied-point, point-pied. Donc voilà, et travailler sur le rythme. Le Haussmann, il est plutôt imprévisible, il attend le contre. Voilà, et il va travailler sur des coups très courts, 2-3. Voilà. Et puis voilà, il a des temps de pause. Alors que moi, j'avance toujours sur lui, je distribue beaucoup et je varie beaucoup. Donc,
pour lui, c'était déstabilisant. Je voyais sur son regard qu'il ne comprenait pas trop, il n'arrivait pas à comprendre mon jeu. Voilà. Ouais, il se faisait vite déborder, et puis on le voit très bien hein, quand il tourne le dos ou des choses comme ça. Souvent, c'est des instants où c'est des temps morts dans le cerveau qui se dit qu'est-ce qui se passe, comment je dois faire, et on ne trouve pas l'ouverture, on ne trouve pas la solution. C'est ça, il trouve pas la solution et puis ça lui convient. C'est pas une boxe qui lui convenait parce que il arrivait pas en fait, à rentrer dans le combat. Il se posait des questions, il se posait beaucoup de questions. Euh, donc là, il essayait de tenir au mieux et puis au mieux essayer de me contrer. Bah, on voit les petits de la salle là, ça c'est les petits qu'on a au club. Bah, c'est ça aussi, hein, en fait. On partage beaucoup avec les parents, les jeunes. Voilà, c'est des moments forts pour eux aussi. Ouais, enfin, je ne sais plus en combien de rounds c'était, mais il me semble que c'était en 5 rounds ou 10 rounds, je ne sais plus, 10 rounds Non, de. le format c'était championnat d'Europe 10. On était sur C'était 10 10 rounds. Ouais. ouais, 10 rounds championnat d'Europe. Et championnat du monde, c'était 12. Donc, non, les 5 rounds, c'était juste pour le championnat de France. On voit des petits saignements. On vient essayer de cauteriser avec Vaseline, soigner. Et on repart. Ouais, Ousmane qui est Ouais, complètement c'est vrai. débordé alors qu'on n'est même pas à Ouais, la moitié des rounds. ouais. Je travaillais beaucoup ma condition physique. Donc, c'est vrai que j'ai jamais de temps mort dans mes préparations, en fait. Même quand on s'entraîne, en fait, on met très peu de temps de récup. Nous, on travaille plutôt sur des temps courts en récup et par bloc. Puis après, on fait une grosse pause et on recommence. En fait, on fait des blocs par exemple, de 10 minutes, 10 minutes sans s'arrêter, avec des temps très courts de pause. Et puis après, on fait une grande pause et on fait à peu près 5 blocs, voire même 10 quand on fait des grosses préparations. Donc ouais, c'est un style d'entraînement qui était peut-être plus adapté à ta discipline ou à ta morphologie aussi parce que tu débites beaucoup, tu es un poids léger comparé à un combattant Muay Thai qui va avoir un autre style d'entraînement. C'est tout à fait légitime parce que les régimes, les débits, les puissances de frappe ne sont pas les mêmes dans une discipline comme dans l'autre. D'un côté, on va avoir des fouettés, on va avoir des contres, des contres et des contres et des contres. D'un autre côté, on va travailler peut-être un peu plus puissant, un peu plus statique, et puis on va rentrer plus en puissance, essayer de piquer avec un genou ou avec un low kick qui va être très Ouais. appuyé. Donc, effectivement, les entraînements doivent être adaptés. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aujourd'hui aux entraîneurs. Oui, Justement, c'est d'adapter le style d'entraînement et de ne pas avoir un standard d'entraînement pour tous les combattants et toutes les morphologies. exactement, ouais. Voilà. En fait, il faut être capable de changer les entraînements et ne pas rester toujours sur le même. Parce qu'après, à force, on a des athlètes qui vont avoir le même rythme, et le même style de combat. Et ils pourront pas s'adapter s'ils tombent sur un adversaire avec un style complètement différent. Et il y a des combats, on le voit, hein, il y a des combats avec deux styles et on voit que dès que le boxeur a un style différent, ça perturbe énormément. Et c'était ça, en fait. Je dirais mon point fort, c'est que j'arrivais à déstabiliser, que ce soit dans chaque discipline, en boxe française, en Muay Thai ou en kick ou en K1, c'est d'adapter, de garder son style et d'imposer à l'adversaire. Ouais, alors que là, on voit, tu as complètement débordé Ousmane Yguine. Il s'est retrouvé presque TKO. Bon, la caméra était tournée dans le public, mais voilà, le round a pu reprendre. Il est complètement asphyxié, et complètement débordé. On le voit complètement. Il est dans la détresse, Ousmane. Hein.
Il envoie des coups un petit peu hasardeux. S'il dit sur un lucky punch ou sur un coup de pied retourné, peut-être éventuellement je peux toucher. Mais il est plus présent, hein. Les mains sont en bas. Il n'y a plus de puissance. On se lance. Ah, il n'y a plus de garde du tout. On essaie de, il essaie de pourrir ton combat. Ah, il tourne le dos. C'est complètement. Il a deux doigts de l'abandon. Ah, l'arbitre donne un avertissement parce que Ousmane tourne le dos. Vous êtes toujours resté en contact avec Ousmane? Ah oui, non, on s'apprécie beaucoup, hein. On s'est rencontrés 3 fois, on a boxé 3 fois. Donc il a jamais réussi à prendre le dessus, mais franchement, c'est quelqu'un que Trois fois j'apprécie dans la même beaucoup. discipline? Alors je sais plus, mais ouais, je pense que c'était, je crois que c'était, non, il y avait aussi en foule. Et on s'est retrouvés dans un tournoi aussi dans les pays de l'Est. Voilà. Donc, mais sinon, non, à part ça, on s'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Voilà. C'est- C'est vraiment passionné comme moi, donc on se comprend tous Ouais, les deux. ouais. On se comprend. Effectivement, pour l'avoir rencontré plusieurs fois dans les galas, il est Mm. maintenant aussi organisateur, il entraîne, il a pas mal de petites pépites. C'est quelqu'un de très généreux, de très gentil et de Ouais. très passionné qui donne beaucoup pour la boxe. Et Ouais. tous ceux qui l'ont connu, bah, comme toi à l'époque, disent qu'effectivement, il n'a pas changé, il n'a jamais attrapé la grosse tête, Non. Ouais. c'est resté un grand combattant. Et puis, son Ah, surnom, ça, c'est. la légende, Ouais, ouais, elle n'est pas pour rien parce que lui aussi comptabilise plus de 400 combats à son actif. Et exactement. C'est une personne c'est vraiment pas mal. qu'on on peut devenir voilà, très facilement ami avec euh, des personnes comme Haussmann. C'est vraiment quelqu'un de sincère. Et puis voilà, c'est. Alors que là, on le voit, il se fait compter une deuxième fois dans ce combat. Puis bon, là, on était jeunes. Hein. On était jeunes. Quel Euh, âge exactement? bah, je crois S'il te qu'Haussmann était plaît. plus jeune que moi. J'étais un peu plus vieux que lui. Euh, Parce qu'il lui aussi, il a aussi un très très grand palmarès. Hein. Il a boxé aussi beaucoup, beaucoup dans toutes les disciplines. Je sais plus l'âge, mais voilà, ça va être pas loin de 20 ans. On est, voilà, une vingtaine d'années. Et justement, ta carrière entre guillemets à haut niveau, elle a duré combien de temps? Une vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années? J'ai dû arrêter. Bah, j'ai arrêté en 2005. Hein. J'ai arrêté en 2005. J'ai arrêté, mais parce que voilà, j'avais fait le tour et puis j'avais plus rien à prouver. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'est pour ça que quand j'ai tourné la page, je l'ai bien tourné parce que j'étais, voilà, je suis arrivé à ce que je voulais. Et ouais, ouais, 2005, ça s'est arrêté en 2005. Et tout juste après, Jusqu'en bah, j'ai 2005. arrêté en 2005. Après, j'ai repris, euh, euh, j'ai repris la casquette d'entraîneur. Tout de suite après, quoi. Tu as toujours resté, tu as baigné Ouais, dedans et tu es resté. Maintenant, c'est toi qui fait prendre le bain, on va dire. ouais, voilà. Ah, et ce combat qui je pense, pour Ousmane Higuine à cette époque-là, a dû lui paraître une éternité. Oui, oui. Après, c'est vrai que bon, il y avait aussi, je pense qu'après, c'est des combats qui nous font grandir. Hein. Ça, c'est des combats, je pense, qui permettent vraiment qu'on gagne ou qu'on perde, qui nous font avancer, hein, qui nous font progresser, aussi, qui nous donnent beaucoup d'humilité parce que voilà, hein, ça fait partie du jeu. Voilà, quand on va boxer, on va combattre comme ça, on sait qu'on peut perdre, on sait qu'on peut, voilà. Il peut y avoir la défaite et puis il faut l'accepter et puis il faut après travailler pour être encore meilleur. Aujourd'hui, c'est important. Pour moi, les défaites, on apprend plus dans les défaites que dans les victoires. C'est une victoire, vous allez gagner, puis après, on va se dire, bon, bah, c'est normal que j'ai gagné parce que j'ai fait le boulot. Maintenant, quand on perd, on se pose 10 000 questions. C'est ça, c'est pour ça qu'on se dit, on se souvient plus de ses défaites que de ses victoires.
Parce que Oui, c'est là où on a beaucoup réfléchi et on réfléchit toujours et puis on se remet en question oui. et puis on fait parfois un reset ou alors on reprend là où on s'est arrêté pour pouvoir améliorer ou développer ses tactiques, sa tactique, sa boxe, sa condition physique et on retient toujours là où on a pêché. C'est ça, Ah, et ouais. là, attention à ce high kick qui montait dans la garde. Là, c'est le low kick qui lui a fait mal. Je fais un retrait sur son attaque et puis je repars en low kick dès qu'il pose la jambe. Ah, je vois, et puis ces décalages, ces quarts de tour, très belle sortie à chaque fois. Travail au corps. Donc, là, j'ai vu que j'ai touché, donc je repars en low kick. Ouais, ce balayage. Ouais, ça se cherche un petit peu. Attention, réprimande de l'arbitre. Se décoller, ce coup de pied retourné un petit peu trop loin pour Haussmann. Chassé, Ouais. remisé en point. Et ce low kick à chaque fois. Ah oui, là, il a eu très mal. Voilà. Et là, il est compté pour la troisième fois dans le combat. Ah ouais, là, ça sent la fin, même s'il fait signe de vouloir repartir. Ouais, change, changement de garde. Alors, il boite. J'ai l'impression de voir un mauvais Mm. film pour Osman Higuin, là, qui se fait balayer. Sa jambe d'appui. Là, c'est bloqué. Et là, pour toi, dans ta tête, c'était quoi? C'était vraiment d'essayer d'avorter ce combat ou d'essayer de travailler justement sur cette jambe et, et se dire d'avorter le combat le plus rapidement possible ou vraiment être fair play et continuer à boxer sans trop toucher sa jambe parce qu'on voit que tu n'y retournes plus là sur les deux trois échanges qu'il y a eu. Non, après, c'est. En fait, une fois que je suis dans le combat, en fait, je me pose plus de questions. En fait, je suis en train de répéter mes gammes, en fait. Je repense à tout ce que j'ai fait à l'entraînement et je l'applique. Voilà, je l'applique. En fait, c'est. Très, très sereinement, entre guillemets, très sereinement, c'est-à-dire que Ouais. tu vas venir dérouler, et essayer de t'exprimer le plus possible et de finir sur une belle note. C'est un peu cette impression De qu'on a. faire un beau combat voilà et puis vraiment de mettre en application tout ce que j'ai fait pour en préparation et le plus on va dire le sans en étant le plus généreux possible, c'est-à-dire que je vais pas, il y aura pas d'hésitation. C'est pour ça que quand je monte je suis très déterminé. Voilà, j'arrive à transcender ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que quand je monte sur le ring, voilà, j'ai ouais, un travail à faire, je le fais jusqu'au bout. Ouais, et puis ça reste du sport, et puis il n'y avait aucune animosité. Les Non, non, du échanges, tout, c'est non. très fair-play. Voilà, même c'est un sport qui est très dur. Haussmann, on l'a vu, bah, là, ce jour-là, il en a fait les frais. Sa jambe complètement atomisée par tes low kicks. Il a posé les genoux, il s'est fait compter déjà trois fois dans le combat. Et il s'est mangé presque un TKO. Non, non, très grosse force mentale pour Osman ce jour-là. Ah Euh, oui, oui, oui. Face à un adversaire qui pour lui, bah, n'arrivait pas du tout à le lire. Donc pour lui, c'était juste essayer de survivre et de tenir le plus possible face à toi et pour aller au bout de la guerre et finir avec les honneurs. Ouais. Ouais, c'est un peu des coups de pied un peu spectaculaires qu'on va donner de part et d'autre. On fait plaisir aux amis qui ont fait le déplacement. Ouais, c'est pour ça que le combat, c'est toujours, hein, on dit toujours voilà, un bon combat, c'est quand on est à deux, hein, donc là, c'est des deux côtés, hein, c'est Ousmane aussi, hein, il a vraiment fait que tout pour que le combat il se fasse au mieux pour un engagement total. Voilà,
il a pas abandonné. Hein. Il a quand même terminé le combat jusqu'au bout. Ah, c'est beau de voir autant de courage dans ce type d'affrontement, de voir que Ousmane quand même continue quand même à répondre avec cette jambe arrière qui est complètement tuméfiée par tes low kicks et de temps en temps qui va chercher un high kick ou un low kick ou un front kick quand il se retrouve dans les cordes. Ouais, cette réponse en point. Et voilà, c'est la fin de ce combat. Quel combat! Est-ce que des 3 combats que tu as eu, des 3 affrontements que tu as eu avec Ousmane Yguine, est-ce que c'est celui-ci ou c'est l'un des 2 autres qui a été pour toi le plus marquant? Ouais, c'est vrai, parce que celui-ci, c'est déjà parce que tous les deux, on était jeunes. Hein, voilà, hein, on était aussi en formation. Encore pour moi, c'était encore j'étais encore dans un début de carrière et franchement, cette rencontre ouais, m'a beaucoup marqué. Donc, c'était parce que, en plus, face à Osman, hein, c'était un combattant très, très courageux. Hein. Donc, on va dire, ouais, c'est la première rencontre qui a été la plus marquante. Après, on s'est retrouvés, on se connaissait, donc c'était différent. Donc, on a reboxé, mais c'était pas aussi, on va dire, voilà, c'était différent. C'était différent. On était devenus amis, donc c'était après ce combat-là, donc c'est différent. Bah, je veux dire, en termes d'intimité, là, vous étiez très proches sur ces 10 rounds. Allez, on passe à une autre époque, une autre discipline. Cette fois-ci, c'est Mathieu Tavares qui s'est exprimé lors du Kona Fight. 26 ans, 65 combats, 60 victoires. Il fait partie, on peut le dire, hein, de l'élite française du sport pied-point. Oui, c'est quelqu'un qui boxe énormément. Il a fait plus de 16 combats dans la saison 2019-2020. Là, il a un gros palmarès et une grosse activité. Et a priori, les activités boîte de nuit aussi, ça doit le connaître aussi, parce que vu le petit pas de danse de son entrée, il a l'air très très à l'aise, notre ami Tavares. Il fait le show, c'est un petit peu, c'est un petit peu, on va dire, le truc d'aujourd'hui où les gens aiment bien faire le show, aiment bien marquer un petit peu les esprits, et puis garder de bonnes images, de bons souvenirs. Et puis ça fait partie un petit peu parfois de la décontraction du boxeur quand il fait son entrée pour enlever cette petite boule de stress, ce petit relâchement avant de repartir, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans son combat. Face à lui, lors de ce Kona Fight, alors qu'on voit notre ami Tarek Belmansour énumérer le palmarès, et cette ceinture Kona Fight, ceinture de l'événement. Alors, Tavares, lui aussi, je pense, est arrivé très tôt chez toi. Voilà, donc c'est pareil, il est venu très jeune, donc c'est pareil, c'était pareil, en formation, pareil, donc il a fait. Donc ouais, Mathieu qui a évolué chez toi depuis tout petit, depuis tout jeune. Oui. Au même titre que Darrell, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà, c'est ça. Avec ses 65 combats et 60 victoires, 15 KO, il fait partie, comme je disais tout à l'heure, de l'élite de la boxe pied-point française et s'exporte très bien. Malgré sa jeune carrière, il lui reste encore un peu de temps devant lui. Ouais. Et face à lui, un client. Johan Beauséjour qui lui a 147 combats, 102 victoires, 47 KO. Johan Beauséjour qu'on ne présente plus, qui fait partie des piliers de la boxe pied-point,
K1 et surtout Muay Thai. Un grand palmarès. Grand palmarès. Très gentil, un combattant grand cœur et qui se donne beaucoup et qui donne beaucoup au public. Et ce soir-là, eh bien, un bon client et un bon test pour Mathieu Tavares. Oui, c'était donc un combat qui était intéressant pour Mathieu. Donc face à, voilà, on va dire, quelqu'un qui a une très très grande expérience et un grand palmarès, qui a un vécu assez riche, hein, donc en boxe pied-point, hein, parce qu'il a fait aussi toutes les boxes. Voilà, c'était pour Mathieu une belle rencontre face à ce grand boxeur qui est Yohan Bosséjour. Donc là, on est chez lui, hein, parce que c'est dans son fief, hein, donc à Villiers-sur-Marne. La Conatim, Qui à l'initiative de cet événement. Et puis on revoit Darren qui avait combattu juste avant dans le même événement. Et puis ce Ramoué de la part de Johan Bosséjour qui ravit toujours les aficionados du Muay Thai et de ses traditions. Ouais. Et puis Konaté, hein, Moussa, hein, donc tout le monde connaît, hein, parce que c'est sa boxe, hein, Moussa Konaté, c'est le Muay Thai, hein, c'était un grand champion aussi. Donc il a ouvert son club donc chez lui à Villiers-sur-Marne, hein, et ça marche très fort. Ouais, il y a un berceau pied-point en Île-de-France qui est assez riche, assez dense. Et il est parfois inévitable de ne pas affronter les meilleurs de chaque club pour s'affirmer dans sa catégorie de poids. Et aussi et surtout, eh bien, quand on essaie de dire, on met la nouvelle génération face à l'ancienne génération, entre guillemets, l'ancienne génération, celle qui est ancrée là depuis un bon moment, pour essayer de détrôner le roi et de prendre la relève, ainsi soit-il, j'ai envie de dire, parce que c'est le chemin que tout boxeur qui désire eh bien prendre la couronne, c'est le chemin que les boxeurs doivent entreprendre. Allez, cette fois-ci, on y va, on va rester dans ce pur combat et ce front kick. Voilà. Je voulais dire aussi qu'il y a vraiment un grand respect à Mathieu pour boxer Johan, hein. Il est très conscient que voilà, il boxe pas n'importe qui, hein, Johan. Voilà, c'est vraiment un grand champion, hein, donc pour lui c'est un honneur. Mathieu est jeune encore, hein, il a 26 ans, voilà, hein, il a cette chance de pouvoir boxer un grand nom de la boxe et surtout de la boxe thaï. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le voient pas, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui ne le voient pas, on est en France. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, les Nakmoué portent des coudières, car en France, même chez les pros, on porte encore les coudières, c'est le règlement. Au grand désespoir de beaucoup, que ce soit organisateur, coach et surtout boxeur. Mais effectivement, ouais, un grand respect pour Mathieu Tavares envers ce type d'adversaire. Oui. Alors, Mathieu, c'est pas la discipline où il excelle le mieux, mais bon, il relève les défis. Mathieu, c'est ça. Ouais, quel défi d'affronter le roi sur ses terres, ouais. et dans sa discipline en plus. C'est ça. Donc ouais, c'est un très beau challenge. Très beau challenge. Ouais. Par exemple, Mathieu n'attache pas d'importance au titre comme certains titres de champion. Lui, il est plutôt dans je veux boxer les meilleurs.
titre ou pas titre, voilà. Pour lui, Ouais. c'est vraiment de boxer ce qui se fait de mieux. Ouais, c'est ce qu'on appelle, moi, c'est ce que j'appelle des boxeurs de valeur, c'est-à-dire qu'ils vont plus dans la recherche personnelle, dans un développement de carrière, euh, où on va affronter les plus grands, on va faire des combats qu'on va retenir, des combats qu'on va citer. Tel combat avec tel adversaire, c'était comme ça, tel combat avec tel adversaire, c'était comme ça, plutôt que juste un titre, comme souvent on peut voir, sans dénigrer qui que ce soit, mais souvent on arrive Non, à voir, on voit des personnes qui font 3 4 combats pro, puis on va chercher un titre, puis on leur propose un titre, peu importe, ISK, WKN, etc., au bout de 3 4 combats pro. Voilà. Alors ouais, que là, effectivement, Mathieu Tavares est vraiment plus qu'un passionné, où il va chercher la performance et la gloire et la valeur des choses. c'est ça. Et fin de ce premier round. Bon, pour l'instant, ça a été un Ouais. test Pour assez vous positif donner, pour Mathieu. pour vous donner un peu l'état d'esprit de Mathieu, quand il a commencé pro, il s'est retrouvé face à Arud Grégorian. Vous voyez, Ouais. Arud, Dès pour ce vous connaissez, premier, hein, pour ce en combat premier combat pro, pro. il a eu face à lui Arud Grégorian. Pour vous dire l'état d'esprit dans lequel il est. Il cherche pas du tout la facilité. Et il l'a boxé avec une différence de poids. C'est-à-dire que Mathieu était à 60, 71 kilos, Arut était à 76, 76, Ah oui, 77. Oui, oui, c'est oui. carrément 2 catégories au-dessus pratiquement. Ouais. Ça s'est fait, ça s'est fait, je crois que c'était en Hollande. Ça s'est fait là-bas et franchement, il a pas démérité. Hein. Il perd le combat, mais avec honneur. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup de défaites à son actif, hein. Bon, il peut avoir Harold Grigorian à son compteur, dans son compteur de défaites, mais voilà, 65 combats, 60 victoires, il n'a que 5 défaites. C'est un ratio qui est plus que correct, euh, en sachant que voilà, il va chercher effectivement les combats intéressants. Ce retrait de buste par Mathieu. On vient chasser ce middle. Encore une fois, c'est bloqué, remisé. Il kick, ça monte bien. Johan Voilà, qui et durcit un voilà, petit Mathieu, peu. il a aussi cette qualité, il est beaucoup dans le respect quand il boxe. C'est quelqu'un, même parfois, il est capable de laisser son adversaire se relever ou récupérer s'il le voit vraiment en grosse difficulté. Voilà, Ouais. Ouais, c'est ça qui fait les boxeurs de valeur, c'est-à-dire qu'on respecte énormément ce genre d'attitude aussi, ce genre de mental et d'esprit, de mentalité et d'esprit. C'est parce que il veut en face avoir du répondant et pas finir sur un lynchage, par exemple. c'est Euh, ça, ça exactement. arrivé, ça arrive plein de fois. On voit, peu importe les disciplines, je prends par exemple le MMA, qui est plus significatif, où quand l'adversaire est au sol et que l'autre ne veut pas suivre pour continuer à le frapper, et regarde l'arbitre en disant il faut que tu arrêtes le combat, parce que là, c'est pas Exactement. possible. Ouais, Voilà, donc c'est vrai. C'est vrai que là, c'est le côté humain, et puis le côté aussi de prendre conscience des choses et des gens, de respecter aussi les gens, malgré que quand on fait un sport déjà assez dur, si en plus on doit devenir méchant, c'est pas très ouais, non, correct, j'ai envie de dire, non, pour rester poli. Et Johan, cette exactement. fois-ci, qui durcit un petit peu, mais qui se fait quand même déborder par la longe de Mathieu Tavares, qui arrive à le tenir à distance. Là, on est en clinch. Voilà, Il là, se on a vu, hein, corne. premier round, on a vu que Johan a voulu prendre l'ascendant sur Mathieu. Ouais, Et bon, il a vu que Mathieu, il, il était là. il était là et puis qu'il ne se laissait pas déstabiliser. Et puis là, on voit sur le deuxième round que c'est Mathieu qui avance. Donc les sauces se seront équilibrées. Donc Yaran est reparti dans son style, hein, c'est-à-dire qu'il est très imprévisible dans sa boxe. Il est très précis. Il a vraiment des techniques vraiment à lui. Et c'est quelqu'un qui peut terminer un combat sur un échange. Hein, parce qu'il a vraiment des coups précis et variés.
Ouais, très peu de fioritures et très bon coup d'œil. Voilà. Ouais, c'est joli, ça se low kick bloqué. Remisé, applaudi par Johan Beauséjour très furtivement parce que ça a été. On a tout de suite repris le combat. Il y a eu Ah, très peu d'essais, beaucoup de coups précis. Non, non, on voit le haut niveau. Mathieu Tavares a vraiment sa place et sa place sur ce combat face à Johan Beauséjour, qui lui, encore une fois, est un bon client. Ah oui. J'ai envie de dire que Johan Beauséjour se retrouve aussi face à un très bon client, à cette nouvelle génération de boxeurs pieds-points. Et qui plus est, encore une fois, un boxeur valeureux de par son attitude, de par sa générosité dans sa boxe aussi. Voilà, donc là, on voit que chacun impose son style, vraiment c'est son style et son bagage. Et c'est très bien pour les gens qui apprécient la belle boxe. Là, franchement, on voit des belles choses des deux côtés. En fait, c'est vraiment la boxe que j'aime regarder en fait. Moi, c'est toujours c'est belle attitude du boxeur. Justement, tu vois quand même une différence entre les différentes époques, comme il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, comment ça boxe, l'attitude, tout ça. Les techniques, les tactiques, l'attitude. Bah, là, tout de suite, on voit tout de suite. Hein, là, on voit que c'est vraiment avec un entraîneur comme Moussa Konaté qui est dans le même état d'esprit que ce que j'ai pu aussi voir aussi. C'est-à-dire qu'on on est sur la qualité. On recherche la beauté, le fair play, le spectacle pour le public. Après, c'est sûr que maintenant, la boxe, on va chercher. On voit quand même on voit le vieux loup Johan Beauséjour qui se fait balayer, mais qui a quand même ce high kick qui tombe, qui est monté. Ouais. L'expérience du vieux loup. Allez, on travaille sur ce clinch. Ouais. Alors, on reste en Muay Thai, mais on n'a pas eu beaucoup de coups de coude. Disons qu'on a deux boxeurs très techniques, donc ils ont un très bon coup d'œil tous les deux. Donc pour placer un coup de coude avec ce genre de boxeur, c'est très très difficile. Hein. Les coups de coude, ça va être plutôt des combats engagés où on va faire des échanges, on va dire à toi, à moi. Ça va être chacun, on va bloquer pour frapper des deux côtés. Alors que là, non, tous les deux, ils sont dans un style défensif, déjà à très très bon niveau. Et offensif, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Offensivement, ils sont tous les deux, ils sont super. Hein. Ça part de tous les côtés. Des poings, des jambes, des genoux, il y a tout. Et on n'est pas dans un style ancré pur Nakmoué, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de déplacements. Non. Ça se tire beaucoup. Donc, il va y avoir du corps à corps, mais ça va être un corps à corps vraiment très, très précis, très ciblé. Voilà. On va pas trop se fatiguer parce qu'on sait que voilà, c'est pas là qu'on va trouver l'ouverture. Ouais, ce coup qui a été tentative de coup de la part de Mathieu Tavares, qui m'a fait démentir à saut. Ce coup de complètement raté sur ce coup de coude retourné. Ouais, c'est les dernières secondes de ce troisième round. Avant de finir ce combat et avant de terminer sur cette dernière édition, merci à tous d'avoir suivi cette énième édition de cette formule, le coronavirus, le sport et vous sur Canal Atlas Fight. C'était aujourd'hui avec Abel El-Kandii. Tapez son nom sur Internet, sur Google. Vous irez voir, il y a quelques archives qui sont assez intéressantes. Vous trouverez aussi des historiques, des images, un petit peu de tout, que ce soit en tant qu'entraîneur, en tant que aujourd'hui de la team El-Kandii ou en tant que boxeur. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. Je voudrais te remercier toi, Abel El-Kandii. Je te souhaite moi, je te remercie aussi.
un bon Et déconfinement, ouais, de bien reprendre cette demi-saison, malheureusement. je souhaite bonne continuation à Canal Atlas, hein, parce qu'on a besoin pour notre sport, pour ce qu'on fait, d'avoir des médias comme ça qui nous suivent. Donc, merci Mourad pour ce que vous faites. Et puis, bah, voilà, il y aura Ouais. d'autres, il y aura Alors qu'on d'autres voit belles la victoire, ouais, d'autres beaux événements, comme on a eu là, un palmarès à accrocher, un nom accroché à son palmarès pour Mathieu Tavares qui vient de battre à l'unanimité, à la majorité, pardon, Johan Beauséjour sur ces terres. C'est sur ces images positives que nous allons nous quitter. Merci. Shukran lakoum, Mouchahadine Kiram. Merci à tous les web spectateurs et téléspectateurs. Merci Abel. À bientôt. Merci Mourad, à bientôt.